Bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce premier épisode d'une série de 5 webinaires consacrés au risque électrique. Alors pourquoi le risque électrique? Simplement parce que il est présent partout, il concerne l'ensemble des travailleurs qu'on peut rencontrer en entreprise et bien que globalement la fréquence des accidents de travail soit relativement faible, proportionnellement, la gravité est toujours avec des conséquences significatives, voire dramatiques. Alors 5 webinaires de 30 minutes. Vous êtes ici sur le premier épisode. Si ce n'est pas fait, on vous invite à vous inscrire au prochain. Donc vous avez les dates et horaires qui sont indiqués sur le slide actuellement à l'écran. En ce qui me concerne, donc, je suis Guillaume Desfossés, je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT Hauts-de-France avec comme particularité d'être le référent sur le risque électrique pour la CARSAT Hauts-de-France. Et donc, la CARSAT Hauts-de-France, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, donc avec trois grandes missions. Une sociale, du service social, des assistantes sociales, et une mission donc de prévention, de tarification et de prévention des risques professionnels. Donc c'est la branche à laquelle j'ai la chance d'appartenir et qui comprend notamment pour la partie intervention d'entreprise des contrôleurs de sécurité qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur le sujet de la prévention des risques professionnels, mais aussi des experts en chimie, toxicologie, en mesures physiques, des possibilités d'accompagnement financier, de la documentation, de la formation. Et je ne vais pas détailler davantage, je vous laisserai le soin d'aller donc sur notre site internet www.carsat-hdf.fr pour en apprendre un petit peu plus sur nos missions. Je vais laisser la parole tout de suite aux experts de l'INRS et donc à Mimoun Mjalad qui va prendre le relais pour présenter l'INRS et pour pouvoir démarrer plus concrètement le webinaire. Tout à fait. Merci Guillaume. Donc bonjour à tous, je suis Mimoun Mjalad, donc expert assistance conseil à l'INRS. Je travaille dans les domaines du risque électrique et des équipements de travail. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le risque électrique. Alors, l'INRS, en quelques mots, c'est l'Institut national de recherche sur la sécurité et la prévention. Alors, en quoi consistent nos activités? Eh bien, en œuvre, comme c'est indiqué, dans la prévention des risques. On a été créé, en fait, par la CNAM. On est une association loi 1901. Et on travaille dans la prévention des risques, mais dans tous les risques confondus. On ne se limite pas au risque électrique, bien entendu. On travaille également dans les risques biologiques, les risques liés aux équipements de travail, les risques chimiques, toutes ces choses-là. On a plusieurs modes d'action dans nos travaux. C'est avant tout, vous nous connaissez sûrement par nos brochures, les fameuses ED. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'information. Aux formations, on donne des formations notamment, on est aussi connu dans tout ce qui est SST. Les assistances, donc vous avez tous la possibilité de nous poser vos questions liées à quelques risques que ce soit. Donc, on se doit de vous y répondre. On a derrière une démarche qualité. On vous répond généralement à vos questions sous 2 semaines. Donc, les questions, c'est à poser sur le site de l'INRS. Et bien entendu, nous avons un gros site à Nancy, pour savoir, c'est l'INRS, c'est Paris-Nancy. Et à Nancy, on va retrouver tous nos labos de recherche avec nos chercheurs qui travaillent justement sur les risques, l'identification des risques et les moyens pour prévenir tous ces risques-là. Donc, voilà concernant l'INRS. Concernant le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, la prévention du risque électrique. La présentation va se diviser en 4 parties, même en 5 parties. Dans un premier temps, on va revenir sur qu'est-ce que le risque électrique.
on va identifier quelles sont les personnes qui sont exposées à ce risque. Dans un second temps, alors ça c'est ma collègue Sandrine Hardy qui vous les présentera, on reviendra sur les axes de la prévention et sur la place de l'habilitation électrique. Et dans un dernier temps, on consacrera quelques minutes à répondre à vos questions. Alors pour répondre à vos questions, il faut que vous puissiez nous les poser. Donc l'outil vous permet en fait de poser vos questions. Vous avez un petit icône question en bas à droite de votre affichage où vous pourrez vous poser vos questions au fur et à mesure et on les sélectionnera pour pouvoir essayer d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc un temps il sera consacré. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet, le risque électrique. Alors, comme l'a indiqué Guillaume, le risque électrique, on est bien d'accord, il est présent partout, la fameuse fée électricité. Il touche tous les publics, il n'est pas limité au public électricien qui est amené à mettre les doigts dans des prises ou dans des armoires électriques. Tout le monde est concerné, vraiment, il nous entoure ce risque. Les conséquences d'un accident électrique qui peuvent être diverses, ils peuvent être minimes comme mortelles. Et bien souvent, malheureusement, l'électricité a des conséquences assez graves sur le corps humain. Alors, quand on parle de risque électrique, c'est bien de le définir en fait. Le risque électrique, en fait, il y a deux façons d'être exposé au risque électrique. Il y a ce qu'on appelle le choc électrique, on va y revenir plus en détail dans un second temps, c'est ce qu'on appelle l'électrisation et l'électrocution, mais on va revenir sur ces définitions-là. Il y a bien sûr l'arc électrique, le fameux court-circuit, la fameuse énergie, l'éclair lorsqu'on fait un court-circuit, et aussi bien le choc électrique que l'arc électrique peuvent aussi engendrer d'autres risques. Donc ces autres risques, on les définira, ça peut être l'explosion, ça peut être l'incendie. Alors, quand on parle d'électrisation ou d'électrocution, on parle dans les deux cas de choc électrique. Mais plus précisément, le choc électrique, c'est le passage d'un courant à travers le corps humain. Alors, en fonction des caractéristiques de ce courant, en fonction de sa valeur, en fonction du temps de passage, en fonction du domaine de tension, enfin, il y a plusieurs caractéristiques qui caractérisent ce courant, les conséquences sur le corps humain vont être plus ou moins graves. On va pouvoir aller de la simple sensation désagréable, les petits picotis, à peut-être un arrêt cardiaque et un arrêt de la respiration. Donc, tout ça, ça dépend des caractéristiques du courant et du temps de passage dans le corps humain. Donc, ce qui différencie l'électrisation de l'électrocution, en fait, c'est le caractère mortel. Lorsqu'on est électrisé, on n'en meurt pas. Lorsqu'on est électrocuté, malheureusement, on en meurt. Donc, généralement, dire « je me suis fait électrocuter », c'est faux. Je me suis fait électriser parce que si vous aviez été électrocuté, malheureusement, vous ne seriez pas là pour en parler. Alors, le choc électrique, il peut se produire de deux façons. On peut soit rentrer en contact direct avec une pièce nue sous tension, donc on pose la main directement sur une pièce à un potentiel. Ça peut être un câble électrique qui a été dénudé, qui a été abîmé. Ça peut être un châssis de machine qui a été cassé, qui donne accès à des pièces nues sous tension, des barres de cuivre, ce genre de choses au potentiel intérieur. Donc ça, c'est un contact direct. Mais on peut aussi avoir, et c'est assez souvent d'ailleurs, c'est assez fréquent, des contacts indirects. Dans l'illustration que vous voyez là, à l'écran, on voit bien le contact indirect, c'est qu'on a des lignes nues sous tension en hauteur, et lors d'un passage avec une échelle, donc une échelle métallique, il faut que l'échelle soit conductrice, eh bien, le courant traverse l'échelle et arrive jusqu'au corps humain avec les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est la différence entre le contact direct et indirect. Donc ça, c'était concernant le choc électrique. Ensuite, concernant l'arc électrique, le deuxième mode accidentel concernant les risques électriques. L'arc électrique, c'est ce qu'on appelle assez souvent en fait le court-circuit. Alors, on l'entend au quotidien, il y a des arcs électriques qui se forment à la maison. Par exemple, lorsque vous touchez un interrupteur, vous entendez parfois un petit grésillement lors de la manœuvre de cet interrupteur. C'est parce qu'il y a eu un arc électrique qui s'est formé lorsqu'il y a eu le passage du contact d'une position fermée à une position ouverte. Donc, c'est des petits arcs électriques. Alors, sur ces petits arcs électriques, c'est pas grand-chose, mais plus les énergies vont être conséquentes, plus l'arc électrique va être conséquent. Et cet arc électrique, il va avoir des conséquences. Alors, les mêmes conséquences que le choc électrique, mais également des conséquences liées à la brûlure. Il y a beaucoup d'énergie lorsqu'il y a la formation d'un arc électrique, beaucoup d'énergie est véhiculée. Donc, ça peut être en effet la brûlure, ça peut être des lésions oculaires, la lumière qui émane de cet arc électrique peut avoir pour conséquence des liaisons oculaires, des liaisons auditives, il peut y avoir une espèce de bang
lorsqu'il y a l'arc électrique. Donc ça peut amener en effet à perdre l'audition. Des intoxications, suite à un arc électrique avec le dégagement de chaleur, les câbles, les matériaux autour du câble électrique ou autour de la pièce de sous-tension peuvent brûler et dégager des matières et des substances qui peuvent être toxiques. Concernant les intoxications, dans le cas du choc électrique, il peut également y avoir des liaisons musculaires qui vont se propager à travers le sang et qui peuvent avoir des conséquences rénales sur le corps humain. Donc, il peut y avoir différents modes d'intoxication. Et dans les conséquences de cet arc électrique, on a souvent des incendies et des explosions. Je ne vous refais pas le triangle du feu, mais à partir du moment où on a un matériau combustible, on peut avoir des gaz, ce genre de choses, avec l'apport d'énergie, l'arc électrique, on peut avoir la provocation d'une explosion, voire d'un incendie. Il peut également y avoir, suite à un arc électrique ou à un choc électrique, un mouvement de recul. Ce mouvement de recul peut provoquer une chute. Donc ça fait partie des conséquences de ce risque d'arc électrique. Donc, pour résumer, le risque électrique, on retrouve donc le choc électrique, le courant qui traverse le corps humain, accidentellement ou pas accidentellement, contact direct ou contact indirect, et là pour conséquence, des contractions musculaires en fonction de la valeur de l'intensité et du temps de passage du courant, des brûlures internes, externes, des fibrillations ventriculaires, voire le décès, donc ce qu'on appelle l'électrocution, à la différence de l'électrisation. Concernant l'arc électrique, courant traverse l'air, donc on forme une espèce d'étincelle dans l'air entre deux potentiels. Et les conséquences, c'est brûlure externe, atteinte oculaire, projection de métal, des matières en fusion avec la température qui augmente tellement pendant l'arc électrique qu'on peut avoir cette projection de matériel en fusion vers le visage, par exemple. Et les autres risques, les conséquences des deux précédents, incendie, explosion, chute, démarrage intempestif de machines, par exemple, on peut avoir maintes conséquences de ces deux premiers phénomènes. Donc voilà, je pense que c'était important de définir ce qu'était le risque électrique. Alors, en quelques chiffres quand même, le risque électrique, comme je vous l'ai dit, c'est pas anodin. Alors, soit il y a beaucoup moins d'accidents d'origine électrique comparativement aux autres accidents, que ce soit les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, toutes ces choses-là, soit il y a beaucoup moins d'accidents électriques qui se produisent chaque année, selon les statistiques, les relevés que peut nous transmettre la Caisse nationale d'assurance maladie. Par contre, lorsqu'il y a ce type d'accident-là, les conséquences sont souvent beaucoup plus graves que la moyenne des autres accidents. Je vous ai mis un petit schéma là, vous voyez les pyramides. Ce qu'il faut retenir, c'est que les accidents électriques sont 5 fois plus mortels que le reste des autres accidents. Pour 1250 accidents en moyenne, il y a une personne qui en meurt. Si on zoome sur le risque électrique, pour 235 accidents électriques, il y a un décès. Donc voilà, il faut bien le garder en tête. Moins d'accidents, par contre les conséquences beaucoup, beaucoup plus graves. Alors, comment agir sur ces accidents électriques? On peut agir de différentes façons. Premièrement, sur les installations. Ce sera développé par ma collègue Sandrine Hardy dans un second temps. Donc, lutter contre les installations non conformes. On peut agir également sur l'environnement, travailler sur un environnement sécurisé. Et bien sûr, travailler sur les méthodes de travail. Donc, sur les méthodes de travail, sur l'organisation, c'est là où on traite notamment de l'habilitation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'habilitation, ce n'est pas la seule solution, c'est une solution finale, finalement. Alors, point également important à éclaircir, alors très rapidement, c'est, on l'a dit, tout le monde est exposé au risque électrique. Là, vous avez un camembert qui extrait en fait les informations par rapport au risque électrique. On a différents comités techniques nationaux. Chaque comité technique national suit pour une activité bien précise l'accidentologie. Et là, donc on a 9 comités techniques nationaux. Et là, on voit bien que dans le camembert, qui a 9 couleurs différentes, ce qui indique que tous les secteurs d'activité sont touchés, avec quand même un top 3 qui sont le BTP, le travail intérimaire, travail de service intérimaire, et la métallurgie, travail industriel. C'est vraiment dans ces 3 secteurs-là qu'on va retrouver le plus d'accidents d'ordre électrique. Alors, comment et qui peut agir? Qui est concerné par le risque électrique? On va avoir 3 populations. On va avoir le maître d'ouvrage qui est chargé de concevoir, construire, installer des installations conformes. On va commencer par ça. Ensuite, on va avoir Madame l'employeur qui, elle, va être chargée
d'organiser, de maintenir les installations pour que les salariés puissent travailler en sécurité dans leur environnement de travail. Et enfin, on va trouver monsieur habilité, qui est finalement l'opérateur, la personne qui vraiment intervient sur l'installation pour réaliser une opération d'ordre électrique ou non électrique. Et monsieur habilité, en effet, qui dit habilité, dit formé, il va intervenir pour assurer sa propre sécurité et celle des tiers. Donc tout ça, c'est défini d'un point de vue réglementaire, les responsabilités et les actions de chacun. Maître d'ouvrage qui conçoit, madame l'employeur qui maintient en état d'installation, qui organise, et monsieur habilité qui réalise les opérations. Alors, pour simplifier, on a parlé de l'employeur, monsieur ou madame l'employeur. Ça peut également être le chef d'établissement, un chargé d'exploitation qui va avoir la responsabilité d'organiser toute la prévention du risque lors des opérations. Donc voilà, concernant le cadre général du risque électrique et des personnes concernées. Je vais maintenant laisser la main à ma collègue Sandrine Hardy qui va revenir sur les axes de prévention du risque électrique. Merci Mimoun pour ce premier grand aperçu du risque électrique. Donc je vais prendre la suite maintenant pour vous parler de prévention et des grands axes de la prévention notamment. Alors, je suis Sandrine Hardy, je suis également experte à l'INRS, comme Mimoun Jalad, et je suis en charge donc, du risque électrique et des risques liés aux machines. Donc, les axes de prévention du risque électrique, donc, on a vu précédemment que dans les facteurs de risque, il y avait des installations qui pouvaient être non conformes. Donc, pour agir en prévention, on va travailler sur la sécurité de ces installations et matériels, que ce soit en conception ou en maintien en état. Et on a vu également comme facteur de risque soit un environnement non sécurisé, soit des méthodes de travail non adaptées. Donc ça, on va pouvoir travailler dessus dans la partie utilisation des installations, c'est-à-dire comment est-ce que je prépare le travail et ensuite comment je travaille en sécurité. Et donc sur notre présentation, on voit bien, on retrouve les 3 acteurs. Donc le maître d'ouvrage qui est toujours là, alors plutôt en partie conception, l'employeur qui va travailler à la fois en maintien en état et en préparation du travail, et le personnel habilité qui, lui, a charge de travailler en sécurité. Alors pour la partie sécurité des installations et du matériel, on est bien en 2 aspects. D'abord les règles de conception. Donc ça, c'est valable pour les installations neuves, mais c'est également valable en cas de modification conséquente de l'installation. On va respecter les règles de conception. Et ensuite, une fois qu'elles sont conçues, ces installations, on va les maintenir en état de conformité, donc les faire vérifier périodiquement, assurer la maintenance, etc. Alors, les règles de conception, alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais elles vont permettre de prévenir les contacts indirects, les contacts directs, et on a en plus des règles spécifiques concernant les locaux à risque particulier de choc électrique. Donc vous avez tout le détail là, et plus important, vous avez le détail dans notre brochure ED 6345 qui s'appelle Électricité et que vous pouvez télécharger librement sur notre site. Donc dans cette brochure, on explique ce qu'est l'électricité et on explique aussi quelles sont les règles de conception. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de prévention, de règles qui servent à la prévention des contacts directs, comme l'utilisation de la très basse tension ou mettre en place des protections par éloignement, obstacle ou isolation, etc. Bon, évidemment, il y a d'autres règles de conception que celles vis-à-vis des contacts. Il y a aussi des règles contre l'incendie, pour lutter sur tous les aspects et toutes les conséquences d'un accident électrique qu'on a vu précédemment. Et vous retrouvez la synthèse de toutes ces mesures de protection qui existent contre les chocs électriques, toujours dans la brochure que je viens de vous citer. Je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous invite à la regarder plus dans le détail dans le texte directement. L'autre aspect pour assurer la sécurité des installations et du matériel, c'est de maintenir l'installation en état de conformité. Et pour ça, donc ça c'est à la charge de l'employeur, on va mettre en place des vérifications. Alors pour les installations permanentes, on va avoir des vérifications. Il y a différents types de vérifications qui existent, notamment la vérification initiale, la vérification périodique. Donc initiale, c'est à la mise sous tension de l'installation. Périodique, c'est tous les ans, généralement. Et enfin, il peut y avoir aussi des vérifications sur demande de l'inspection du travail.
Donc ça, ce sont pour les installations permanentes, donc les bâtiments, les entreprises, etc. Pour les installations temporaires, là, on a un processus de vérification spécifique. Mais je voulais citer quand même parce que ça veut dire que pour une installation de chantier aussi, il faut faire une vérification et s'assurer qu'elle est bien en conformité avant de travailler dessus. Le maintien en état, je vous le disais, c'est à la charge de l'employeur, mais l'employeur, il a aussi comme autre mission de préparer le travail et notamment d'analyser le risque. Alors là, on est dans la partie j'utilise les installations en sécurité et l'analyse de risque est indispensable pour pouvoir préparer le travail et donc éviter de travailler dans un environnement non sécurisé ou d'utiliser des méthodes qui ne seraient pas adaptées à l'environnement. Pour vous aider à faire ça, on a une petite brochure qui s'appelle Travailler en sécurité face aux risques électriques, où sous forme de questions, on peut se poser tous les points clés qui sont importants dans l'analyse de l'activité, dans la préparation. Donc je dis analyse de l'activité, mais ça vaut aussi pour l'analyse de l'environnement. Dans quel domaine de tension je travaille? Est-ce que j'ai bien vérifié les plans et schémas à voir s'il n'y avait pas de sources secondaires, par exemple? Et évidemment, une préparation du travail doit comprendre une visite sur site pour bien distinguer ce qu'on a vu sur les plans et s'assurer que ça correspond vraiment à la réalité. Une fois que cette analyse du travail et des risques est faite, on va pouvoir travailler. Donc là, c'est plus la personne habilitée qui va le faire, hein, c'est elle qui va travailler vraiment. Ce qui est important, c'est d'avoir un environnement sécurisé, avec notamment une priorité aux travaux hors tension, d'utiliser le bon matériel. Quand on dit le bon matériel, ça veut aussi dire qu'il est en bon état. Je pense notamment aux EPI où on va tester les gants avant de les utiliser. Et pour travailler en sécurité, un travailleur doit avoir d'une part l'autorisation de son employeur, il doit être qualifié, c'est-à-dire qu'il doit avoir les compétences techniques pour réaliser son activité et dans certains cas, il va devoir être en plus habilité. Donc voilà pour les grandes étapes de la prévention. Je vais faire un petit focus sur l'habilitation. Alors on en reparlera dans les webinaires suivants parce que je sais que c'est surtout là que vous avez des questions. Mais quelle est la place du coup de l'habilitation électrique dans la prévention? Parce qu'on a vu, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant, notamment la sécurité des installations et la préparation du travail. Alors l'habilitation électrique, elle sert à quoi? Bah, déjà à prévenir le risque électrique. Elle sert aussi à répondre à une obligation réglementaire, mais bon, je ne mettrai pas l'accent là-dessus. Et elle sert surtout à s'assurer que les travailleurs sont avertis et formés à la sécurité. Donc elle sert, c'est une reconnaissance par l'employeur que le travailleur peut travailler en sécurité, qu'il a les capacités pour, les compétences pour. Donc ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux travailleurs qui vont réaliser des opérations sur les installations électriques, donc les électriciens en général, ou dans leur voisinage, donc à proximité d'installations électriques. Même si on fait totalement autre chose, hein. Si je fais de la peinture dans un poste haute tension, je fais une opération au voisinage d'une installation électrique. Alors, qui habilite? C'est l'employeur qui va habiliter les travailleurs. Il y a un cas particulier qui est dans le cas de travailleurs intérimaires ou de travailleurs en portage, c'est l'entreprise utilisatrice qui va habiliter l'intérimaire. Et en habilitation, il y a différents symboles qui existent en fonction de ce que les gens sont autorisés ou non à faire. Et donc, il va falloir choisir un symbole et ce choix du symbole va tenir compte de l'activité et de l'environnement électrique. Tout ça, on va y revenir en détail dans les webinaires suivants. Et notamment, on va y revenir dans une partie. Il y aura un webinaire consacré à la démarche d'habilitation et 2 webinaires consacrés au symbole d'habilitation électrique. Donc, le prochain sur la démarche, ce sera le 13 octobre à 13h30. Inscrivez-vous hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et il me reste juste 5 minutes pour laisser place à vos questions. Donc, je vous invite à les poser dans l'onglet questions sur le chat. Donc, on était là sur une présentation vraiment des grands axes de la prévention du risque, donc avec quels sont les risques et comment les prévenir. Si vous avez des questions là-dessus, on est à votre disposition.
Alors, on a une première question sur comment tester les gants. Je vous dirais en regardant ce que préconise le fabricant déjà, en regardant dans la notice. Et alors, il y a différentes façons de les tester. Il y a des tests de gonflage, on peut aller jusqu'au test diélectrique, mais vraiment ce qui est important, c'est de regarder ce que préconise le fabricant et notamment sur les périodicités de test. Quand est-ce qu'on fait les tests? Alors, une question sur la bonne formation. Tu veux la prendre, Mimoun ou... Oui, alors, question sur la bonne formation. Désolé, il y a un écho. Alors, le choix de la formation, il se fait en fait par rapport à une démarche d'évaluation de l'activité, d'évaluation des compétences. C'est ce qui sera abordé justement lors du prochain webinaire. Donc voilà, petit teaser, le prochain webinaire, on précisera tout ça. Alors, tu veux y aller sur le câble endommagé? Alors non, ce n'est pas sur le câble endommagé, c'est une question qui a été posée, pas dans question, mais dans le chat, hein, j'ai regardé. C'était par rapport à l'habilitation, est-elle valable que pour une entreprise ou pour plusieurs entreprises? L'habilitation, on y reviendra dans les prochains webinaires, c'est la reconnaissance par l'employeur que son salarié est en capacité à travailler en sécurité face au risque électrique. Donc chaque habilitation est propre à un employeur et donc à une entreprise. Si le salarié change d'entreprise, son nouvel employeur devra lui faire une nouvelle habilitation. Et je compléterai en disant que si un salarié qui a un même employeur travaille dans diverses entreprises, toujours pour le même employeur, il n'a pas besoin de faire une habilitation pour chaque entreprise dans laquelle il intervient. Tant qu'il ne change pas d'employeur, il ne change pas de signataire. Ça peut peut-être être complété. J'ai vu qu'il y avait une question aussi dans le chat sur les agences intérimaires. Comme on parlait de l'employeur qui habilite et... Je vais vous demander, s'il vous plaît, de poser vos questions vraiment dans l'onglet questions, parce que sinon, ça va être compliqué pour nous de c'est pour ça que je me suis suivre. permis de merci Guillaume. retranscrire. Alors, pour les intérimaires, justement, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'agence intérimaire, l'agence d'intérim ou l'entreprise de travail temporaire qui habilite, c'est vraiment l'entreprise utilisatrice. L'agence d'intérim, l'entreprise de travail temporaire, elle va former quand même le travailleur intérimaire. Cette formation sera complétée au démarrage de la mission par l'entreprise utilisatrice qui va pouvoir à ce moment-là habiliter le travailleur. Mais toutes les questions habilitation, je vous invite à participer au webinaire suivant. Alors, je reviens maintenant aux questions dans l'onglet questions. Comment détecter un câble endommagé dans un atelier de production? Alors déjà, c'est à ça que servent les contrôles périodiques, hein. C'est-à-dire que périodiquement, donc en général annuellement, on fait le tour et un câble endommagé, le plus souvent, ça se repère visuellement, hein, c'est un contrôle visuel. Après, il y a d'autres tests, notamment pour la continuité qui sont faits, mais déjà un bon examen visuel tous les ans, ça permet de détecter pas mal de choses. Il y a une autre question qui concernait quand doit-on faire une VAT? Une VAT, pour les non-initiés, c'est une vérification d'absence de tension. Alors, la vérification d'absence de tension, elle rentre dans le cadre d'une procédure lorsqu'on veut intervenir en sécurité face au risque électrique. On est censé couper l'électricité, donc c'est ce qu'on appelle la consignation. Et dans le cadre de la consignation, il y a plusieurs étapes. Il y a la séparation en elle-même, la condamnation, donc l'organe de séparation, la condamnation de l'organe. Et ensuite, on va s'assurer que c'est bien le bon organe qu'on a coupé. Et donc, il y a bien une absence de tension à l'endroit où on va intervenir. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait cette vérification d'absence de tension. Et la vérification d'absence de tension, attention, elle ne se fait pas avec un multimètre. Elle se fait avec un dispositif, un appareil dédié, donc conforme à certaines références de normes, qui est vraiment dédié à cette vérification d'absence de tension pour être sûr, être certain qu'il y a en effet plus de présence de tension à l'endroit où on intervient. Okay. Et alors, je vais maintenant passer à une dernière question. Christine qui nous demande, lorsque nous sommes un groupe avec plusieurs entités, pouvons-nous établir une seule habilitation pour le groupe ou faut-il en faire une par entité? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en fait, une habilitation, c'est valable pour un travailleur. Donc, vous faites une habilitation par travailleur. Et si ensuite, ce travailleur
va dans différents sites de votre groupe. Sur son titre d'habilitation, vous indiquez les différents sites sur lesquels il peut intervenir, mais vous le faites une fois. Mais c'est une habilitation par travailleur. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je n'en vois pas d'autres arriver. Et comme il est 14h01, on a une dernière question. Allez, on la prend et après on vous dira au revoir pour vaquer chacun à ses occupations. Allez, tu t'en occupes, je m'en occupe. Allez, je veux bien y aller. L'habilitation a-t-elle une durée d'application? Oui, c'est l'employeur qui l'a choisi. Il est recommandé de mettre 3 ans, mais on peut mettre plus, on peut mettre moins. Notamment pour les travaux sous tension, ça ne peut pas être plus d'1 an pour le titre d'habilitation. Et ensuite, la durée d'habilitation va aussi dépendre du poste qu'occupe le travailleur, parce que s'il change de poste ou s'il est affecté à un autre endroit, ou s'il y a une évolution des technologies utilisées, on va être amené quand même à revoir le titre d'habilitation. Tout ça, on en reparle dans un mois dans le webinaire consacré à l'habilitation électrique. Très bien, un grand merci à Sandrine Mimoun pour toutes ces explications. On vous donne donc rendez-vous le 13 octobre. Si vous n'êtes pas inscrit, allez-y. N'hésitez pas, ça vous permettra de poursuivre et de continuer, notamment plus en détail sur l'habilitation, comme on vient de le dire. Voilà, merci à tous. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci à tous, bon après-midi, au revoir.